à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Alors, vous allez voir tout de suite la présentation s'afficher à l'écran. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que vous voyez bien la présentation, que le son fonctionne bien également? J'attends votre confirmation et puis nous débuterons. Ah bah c'est parfait, voilà, tout fonctionne, impeccable. Eh bien, écoutez, merci de nous rejoindre. Ce soir, nous sommes accompagnés de Joris Zana, analyste d'EliaFix, et nous allons parler de l'Ether et du Bitcoin. L'idée, tout simplement, eh bien, c'est de comprendre ce qui fait bouger les marchés. Donc, voilà, essayer d'aller décortiquer avec notre analyste, eh bien, ce sur quoi il va falloir être vigilant, les corrélations également éventuellement qu'il peut y avoir entre ces deux crypto-monnaies. Bien sûr, tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions. Et vraiment, je vous y invite très fortement parce que c'est l'intérêt de ces sessions en direct, hein, c'est que vous puissiez poser vos questions. Sachez également que le replay sera disponible sur YouTube, hein, sur notre chaîne IG France, si vous souhaitez le visualiser de nouveau. Merci Joris et bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci à toi, Maëva. Ravi de faire un nouveau webinaire et une présentation sur les cryptos en duo avec toi. Parfait. Eh bien, écoute, je te propose que nous commencions avec l'avertissement, un petit récapitulatif de ce que nous allons voir ce soir, et puis je te laisserai la parole. Très bien. Alors, je vous rappelle bien sûr que nous fournissons exclusivement un service d'exécution d'ordre, hein. C'est une présentation faite à titre indicatif, c'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation. Joris va vous donner sa vision des choses. Après, voilà, libre à vous de l'interpréter et de voir ce que vous voulez en faire. Un petit rappel sur IG, car il y a beaucoup de nouveaux clients qui nous rejoignent en ce moment. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres, le FTSE 250, hein, qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. Nous avons plus de 313 000 clients à travers le monde, alors une vingtaine de bureaux. Je vous cite par exemple Singapour, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, l'Afrique du Sud, pour vous citer quelques exemples. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis déjà plus de 48 ans et à Paris depuis plus de 15 ans. Alors, ce qu'on va voir ce soir, on va s'intéresser déjà à l'Ether et au Bitcoin de façon très spécifique. Essayer de comprendre ce qui peut influer sur les cours de ces deux crypto-monnaies. Ensuite, on ira voir la façon dont vous pouvez trader sur ces deux crypto-monnaies avec IG. Hein. On verra les CFD et les turbos. On parlera un petit peu effet de levier pour que vous puissiez comprendre la différence au niveau de levier entre les CFD et les turbos. Et puis, on ira ensuite sur la conclusion. Eh bien, écoute, je te laisse la main, Joris. Parfait. Eh ben, merci à toi pour mon introduction. Alors, je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, normalement, tout le monde doit voir un premier graphique. Corrélation du Bitcoin et du Nasdaq. Alors, voilà, c'est bon, on voit bien. Très bien. Donc, avant de faire une petite revue de marché, une revue technique sur le Bitcoin et l'Ethereum, on va d'abord revoir un peu certains fondamentaux et surtout essayer de comprendre et de vulgariser un peu ce qui s'est passé récemment sur les marchés. On a quand même eu pas mal de volatilité. De toute façon, depuis le début de l'année, globalement, tous les actifs à risque connaissent une extrême volatilité du fait du choc de l'inflation, du conflit en Ukraine, du resserrement monétaire des banquiers centraux. Bref, on assiste à un cocktail pas très bon et ça impacte aussi les crypto-monnaies. Donc, certains partaient du principe que le Bitcoin était une valeur refuge, que c'était potentiellement un or numérique, une protection contre l'inflation. Bref, on avait plusieurs théories à ce sujet-là et elles ont été mises à mal, ces théories, suite un peu au mouvement brusque et erratique et même parfois violent qu'on a eu récemment sur le secteur des crypto-monnaies.
notamment en plus récemment, comme vous le savez, avec la chute du token Terra Luna et de son stablecoin UST. Donc on fera le point après, juste après. Donc ici, pour commencer, on a un premier graphique qui représente en fait la corrélation du Bitcoin et du Nasdaq. Donc, en fait, on a déjà le sentiment que Bitcoin est devenu ce qu'il ne devait pas devenir, à savoir être corrélé au marché traditionnel, dans le sens où lorsque Bitcoin a été créé, le but c'était de trouver une alternative au système financier actuel, suite à la crise des subprimes en 2008. Donc derrière, Bitcoin a fait son bout de chemin depuis 2008 et beaucoup de particuliers et d'investisseurs se sont penchés sur le BTC au moment du crack lié au Covid-19. Et donc, suite à ça, on a eu des injections pharaoniques de liquidités sur les marchés et ça a boosté un peu toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les matières premières, mais surtout les crypto-monnaies, où globalement l'année 2021 fut l'année des crypto-monnaies. Et ici, ce qu'on constate, c'est la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin. Et on a atteint un nouveau record récemment. Donc en fait, le sentiment finalement que le Bitcoin se comporte comme une valeur de croissance, dans le sens où on n'avait pas une telle corrélation aussi importante. Généralement proche de 1, c'est une corrélation parfaite. Et une corrélation négative, ça veut dire que le Bitcoin évolue, fait son chemin de son côté, peu importe ce que fait le Nasdaq. Là, actuellement, si le Nasdaq chute, le Bitcoin chute. Si le Nasdaq grimpe, le Bitcoin va lui aussi monter. Et en fait, on avait quand même une corrélation importante, positive, dès le mois de mars 2020. Vous voyez ici, c'est le crack qui était lié suite au Covid-19, au confinement. Derrière, les banques centrales sont massivement intervenues sur les marchés financiers, ce qui a permis un peu de booster les indices, mais aussi on a en plus eu pas mal d'intérêt pour les crypto-monnaies, notamment vis-à-vis des investisseurs, où en 2017-2018, on avait déjà eu une première bulle sur le Bitcoin, mais elle était surtout alimentée par les particuliers. On avait quand même très peu d'investisseurs pros, alors qu'ici, on a quand même eu MicroStrategy, Michael Saylor, le PDG de Twitter, Square, et notamment le PDG de Tesla, Elon Musk, qui se sont intéressés au BTC. Et on constate qu'à partir de ce mois de mars 2020, le BTC fut corrélé au Nasdaq, mais ce phénomène s'est surtout accentué depuis le début de l'année 2022. Vous voyez, on est passé de 0,40 à 0,60 et là, on a même atteint un nouveau record à 0,80. Donc déjà, un mauvais point pour le BTC, en tout cas, c'est que c'est devenu une valeur de croissance pour l'instant. Donc, grosso modo, pour résumer, le sentiment finalement que trader ou investir sur le Bitcoin, c'est comme investir sur le Nasdaq, mais avec un effet de levier ou un ETF avec un effet de levier. Tout simplement. Voilà, si le Nasdaq perd 2%, le Bitcoin va en perdre 4 ou 5 et inversement à la hausse. Donc déjà, un point à noter, c'est que le Bitcoin, malheureusement, actuellement, on a une trop forte corrélation avec le Nasdaq et donc il se comporte comme une valeur de croissance qui est pressurisée, elle aussi, par la hausse du dollar et le resserrement des politiques monétaires des banquiers centraux, dont notamment les hausses de taux à venir qui ont déjà commencé de la part de la Fed. Donc, on risque encore d'avoir une année compliquée et difficile pour le BTC, puisque ici, le but, c'était quand même de sauver l'économie et de sauver les marchés financiers, alors que maintenant qu'on a une corrélation très forte, le but est de savoir combien de fois la Fed va encore augmenter ses taux. Donc on n'est vraiment plus dans la même dynamique qu'en 2020. Donc ça, c'est un point important à noter pour mieux comprendre actuellement la configuration des prix et la structure des prix qu'on a depuis quelques mois. Forcément, si Jérôme Powell fait volte-face, revient un peu en arrière, ça va donner un énorme bol d'air frais
aux valeurs de croissance qui sont actuellement sous pression. Effectivement, si l'inflation, elle, recule assez rapidement, derrière, peut-être que Jérôme Powell ne sera pas obligé d'adopter une politique monétaire aussi agressive et par conséquent assouplir le rythme de hausse des taux, ce qui devrait derrière justement profiter aux valeurs de croissance qui sont en même temps sous pression à cause de l'envolée, j'ai envie de dire, sans faille et fulgurante des rendements obligataires, notamment le 10 ans américain. Maintenant, ici, nous avons la corrélation par rapport à l'or. Et finalement, l'or, beaucoup comparaient le Bitcoin comme un or numérique ou une valeur refuge. Alors, je n'exclus pas cette hypothèse, mais pour le moment, c'est faux de dire que le Bitcoin est une valeur refuge ou un or numérique. Peut-être qu'avec le temps, Bitcoin deviendra un or numérique ou une valeur refuge, mais actuellement, premier point, je pense que le marché a besoin de gagner en maturité. Le marché est encore jeune et extrêmement volatile et difficile de parler de valeur refuge ou d'or numérique quand vous avez un actif qui perd actuellement, alors depuis le début de l'année, je crois, on va vérifier tout à l'heure, mais je crois qu'on est quand même aux alentours de plus de 20-25%. Mais en tout cas, depuis le sommet, son sommet historique en novembre 2020, le Bitcoin chute de 55%. Alors que l'once d'or, tout dépend si on le regarde en euros ou en dollars, mais on a une performance, je crois, légèrement positive. Effectivement, on a quand même un peu chuté la semaine dernière. En fin de semaine dernière, on avait encore l'once d'or affiché en dollars, en tout cas une performance positive depuis le début de l'année, alors que le BTC, lui, est dans le rouge, clairement. Donc là, pareil, on pensait finalement que Bitcoin était une valeur refuge. On a bien vu très clairement lors du choc, alors déjà, lors de l'invasion en Ukraine par la Russie, regardez vos graphiques de l'or à partir du mois de février, on a quand même eu une belle poussée sur l'once d'or. On était aux alentours de 1850, 1800, un peu plus haut que les 1850, mais on est quand même monté, on est retourné sur les plus hauts historiques à 2070 $. Après, on est retombé à cause notamment de la hausse du dollar et de la hausse des rendements obligataires. Ça aussi, forcément, ça freine le métal jaune. Mais globalement, malgré un resserrement monétaire, malgré une hausse du dollar, malgré une envolée des rendements obligataires, l'once d'or résiste plutôt bien à la situation et affiche quand même une performance positive. Donc là, pareil, finalement, on voit qu'on a une corrélation inexistante entre le Bitcoin et l'or, et donc, par conséquent, il est encore trop tôt pour affirmer que le Bitcoin est une valeur refuge ou un or numérique. Bien au contraire, au moment du choc, au moment de l'invasion plutôt, je parlerai du choc de l'inflation après, mais au moment de l'invasion de la Russie en Ukraine, on a eu quelques effets à la hausse parce que beaucoup de Russes se sont positionnés sur le Bitcoin, mais derrière, c'est vite retombé au final. Peu de gens se sont dit, tiens, achetons du Bitcoin pour se couvrir des sanctions occidentales à venir. Vous voyez que le cours du Bitcoin était aux alentours de 40 000 $. Bon, entre-temps, on est quand même retombé à 30 000 $. Donc, finalement, Bitcoin n'est pas une valeur refuge en cas de choc géopolitique. Après, il pourrait potentiellement, je pense encore une fois, devenir un or numérique, mais dans plusieurs années, dans plusieurs décennies, tout dépendra de l'évolution et de l'adoption générale des crypto-monnaies. Et pareil, pour terminer là-dessus, c'était aussi, on entendait souvent l'année dernière, Bitcoin est une protection contre l'inflation. On a les deux pieds dedans en ce moment. États-Unis, inflation plus de 8%, en France, quasiment 5%. Bref, l'inflation explose, on a du mal à la contrôler. En 2020-2021, on disait que le Bitcoin était une protection contre l'inflation. Malheureusement, on voit aussi Bitcoin subit en fait de plein fouet la hausse de l'inflation et est plombée derrière par les outils qu'utilisent les banquiers centraux pour justement tenter de juguler l'inflation. Donc là,
pareil, deux théories finalement sur lesquelles pas mal d'espoir reposait, qui, au vu du contexte actuel, ont un peu bouleversé ces hypothèses. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu quand même une hausse impressionnante sur le BTC, sur l'ensemble des crypto-monnaies. Et Je généralement, t'interromps juste une minute, Joris, pour rappeler à tous les participants, puisque je vois qu'il y en a quelques-uns là ce soir, surtout si vous avez des questions sur ce que vous explique Joris, hein, n'hésitez pas à poser les questions dans la fenêtre dédiée et comme ça, il pourra y répondre au fur et à mesure. pas de souci, merci à toi. Du coup, je vous disais que on a eu quand même une hausse lunaire, j'ai envie de dire, sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Et ici, vous avez un peu, si vous voulez, l'historique des plus puissants rallyes qu'on a pu avoir. Et comme je le souligne dans le titre, c'est les excès engendrent des excès, que ce soit sur le gold, les valeurs de la tech en 2000, la bulle autour de l'immobilier, les biotech, et aujourd'hui, on le voit, ça dégonfle. Alors certains parlent de début de crack boursier, d'éclatement de bulle. Pour l'instant, on n'est pas dans un crack, on est, je dirais effectivement, il y avait des bulles sur certaines classes d'actifs et on a un retour sur Terre. Voilà. On a eu des envolées lunaires et il est normal que certains actifs se dégonflent. On avait des valorisations extrêmement élevées et aujourd'hui, on le voit très bien, par exemple, avec le fonds de la célèbre investisseuse Cathy Wood avec ARK, qui a connu une envolée spectaculaire durant la crise du Covid jusqu'à fin 2021 et aujourd'hui est en baisse de plus de 70%. Pareil pour les valeurs technologiques. Vous voyez, là, c'est les Fangman. Bon, Apple tient encore la barre, j'ai envie de dire. C'est un peu le capitaine de ce Nasdaq. Effectivement, on a peu une grosse chute. Apple pèse plus de 3 000 milliards. Donc, effectivement, si Apple demain devait annoncer un profit warning lors de ses prochains résultats, attendez-vous une baisse assez violente sur le Nasdaq. Mais on peut voir quand même que si on prend Facebook, capitalisation boursière divisée par 2, on était à 1000 milliards, on est passé à 500 milliards. Amazon, récemment, résultat un peu décevant. Netflix, n'en parlons pas. Cours de bourse qui était à 700 $, on est tombé, on s'est effondré à 150 $. Google, décevant aussi. Bref, les excès finissent finalement par retomber. Et actuellement, le Bitcoin fait partie encore des rares actifs, si on se met en échelle logarithmique, qui affiche quand même encore une performance indécente. Mais voilà, globalement, dans l'histoire, si on prend les rallyes les plus violents au cours des dernières décennies, vous voyez que tôt ou tard, on finit toujours par retomber. Voilà. Quand les opérateurs sont dans l'euphorie, c'est à ce moment-là qu'il faut généralement se retirer et on assiste à une correction. Pour autant, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'était la fin des valeurs technologiques ici? Non. Derrière, on a eu des Google, des Alphabet, enfin, des Google Alphabet, des Amazon, des Nvidia, des Netflix, des Facebook, Meta maintenant, bref, on a eu quand même des gros poids lourds. Donc ici, après avoir connu une telle envolée, effectivement, on risque, je pense, d'avoir une année plus compliquée pour l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, tant qu'on aura des marchés qui vont rester complexes, nerveux, notamment à cause du resserrement monétaire, mais ça va permettre de nettoyer, même parfois de purger un peu ce marché pour repartir sur de meilleures bases, une meilleure fondation, car on a quand même eu pas mal de spéculations autour de certains coins, comme vous le savez, qui n'apportent pas grand-chose, mais qui ont une forte communauté. Et donc derrière, on a connu quand même des gros rallyes, des mouvements d'euphorie sur certaines valeurs qui me font extrêmement penser à la période des années 2000,
où les gens achetaient tout et n'importe quoi, pensant qu'il suffisait d'avoir un site .com pour être une nouvelle boîte, affichant une révolution technologique. Au final, voilà, plusieurs valeurs ont complètement disparu. Derrière, ça a permis de partir sur de meilleures bases et on a pu récolter les meilleurs grains qui ont été, comme je venais de vous le citer, Apple, Microsoft, Nvidia, Netflix, bref, toutes ces valeurs-là. Et donc ici, difficile de vous dire si la correction, en tout cas le marché baissier va se poursuivre, mais on assiste un peu à un grand nettoyage sur ce marché. Il existe quand même plus de 10 000 crypto-monnaies, ce qui est énorme. Et je pense que 90%, même plus de 90% des crypto-monnaies sont vouées à disparaître au cours des prochains mois ou des prochaines années. Voilà, on va en retenir quand même quelques-unes qui apportent véritablement une solution innovante via la blockchain, que ce soit dans les paiements, le transfert d'argent, les contrats intelligents, peut-être un or numérique pour le Bitcoin, bref. Donc, il est effectivement possible qu'on ait des cryptos qui, dans les prochaines décennies, vont afficher, seront les nouveaux Google et les nouveaux Amazon des prochaines décennies. Mais actuellement, voilà, on a eu quand même une grosse envolée sur certaines classes d'actifs, des coins compris en 2020, si on prend l'exemple de Solana par exemple, qui ont pris plus de 10 000%, on était vraiment dans de l'euphorie, donc il est tout à fait normal de retrouver des niveaux corrects pour retrouver une valeur juste par rapport un peu aux effets de mode qu'on a eu et à la spéculation intensive au cours des précédents mois. Maintenant, chose importante aussi à retenir, c'est que le Bitcoin est extrêmement volatile. Ça, vous le savez déjà, je pense, mais il est important de le rappeler. Toujours, car effectivement, des risques, il en existe partout sur les marchés. On considère quand même que les crypto-monnaies comportent un risque un peu plus élevé à cause justement de leur volatilité. Donc il est important pour un investisseur, si surtout vous faites un investisseur de long terme, enfin que vous soyez même trader ou investisseur à plus long terme sur le BTC, si vous faites du dollar cost averaging, à savoir accumulation de BTC dans le temps, dans le but de les garder pour X mois ou X années, de prendre conscience des drawdowns qu'on peut avoir sur le marché. Effectivement, quand on voit tous ces drawdowns, on pourrait se dire, mais le BTC, comment il a pu aller jusqu'à 60 000 $ en ayant perdu plusieurs fois 56%, 80%, 86%, voire même 83% de sa valeur. Donc, on a quand même des gros drawdowns qui sont importants et de ce fait, il est important aussi d'en avoir conscience dans vos investissements à court, à moyen et à long terme. Vous voyez, actuellement, on baisse justement depuis le précédent sommet historique à 66 000 $. On a quasiment chuté au cours d'aujourd'hui de 55%. On peut aller plus bas. C'est pas impossible. On a des niveaux, on verra juste après dans la partie technique. Je vous ferai part de mon point de vue et des différentes stratégies que j'ai sur le BTC, sur l'Ethereum. Mais voilà, on a des niveaux intéressants comme venir pullbacker les anciens précédents plus hauts autour des 20 000 $. En tout cas, pareil, si certains se disent, bon, on est venu chercher le support des 30K, on va peut-être évoluer dans un range, c'est possible, c'est un scénario qui est envisageable, mais dites-vous bien que si le Nasdaq est amené à effectuer une nouvelle jambe de baisse, je ne vois pas comment le Bitcoin pourrait résister, étant donné que je vous ai parlé d'une corrélation qui avait atteint 0,8, donc une corrélation extrême. Par conséquent, le BTC pourrait lui aussi chuter et on ne peut pas exclure un drawdown à venir de 60% ou 80% sur l'année 2022. Voilà. Après, globalement, effectivement, quand on regarde le prix ici, depuis 2012, on se met sur une échelle logarithmique. Si on regarde le BTC en vue logarithmique, effectivement, on a une magnifique tendance haussière de long terme. L'actif étant extrêmement volatile, on a des hausses brutales, mais on a aussi on a des baisses brutales,
mais on a aussi des hausses et des bull runs qui peuvent durer plusieurs mois, qui peuvent être sur un long cycle, et donc derrière, effacer cette baisse pour toujours avancer un peu plus haut à chaque fois. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est les utilisateurs d'Internet. J'aime bien en tout cas comparer les utilisateurs d'Internet par rapport aux utilisateurs de la crypto-monnaie, dans le sens où on est encore sur un marché jeune. Vous voyez ici qu'en 1998-1999, si vous relisez certains journaux parlant de crypto-monnaie, bon, honnêtement, je suis retombé sur certains articles que j'ai un peu dénichés au fond du grenier, et on se rend compte, pareil, qu'on avait pas mal de personnes qui ne croyaient absolument pas en Internet, qui disaient que c'était un effet de mode et que ça allait disparaître. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans Internet et quasiment toutes les personnes qui sont connectées utilisent l'Internet dans leur quotidien, tous les jours, partout. Donc là, pareil, ce qui est important de noter sur ce graphique, c'est l'adoption mondiale des crypto-monnaies, justement. Et on se rend compte qu'on suit cette chronologie, en tout cas, cette chronologie reste la même que celle des utilisateurs d'Internet. Par conséquent, on est encore sur un marché extrêmement jeune, qui a besoin de mûrir, qui a besoin de se découvrir encore, et qui a besoin de gagner en maturité. Et on estime que d'ici 2025, en tout cas, on pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs sur les crypto-monnaies. Là, actuellement, je pense que ce graphique, je l'ai récupéré début 2022. Actuellement, on est aux alentours de 550, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 500 millions d'utilisateurs, en tout cas peut-être un peu moins, autant pour moi, un peu moins de 500 millions. Et on estime qu'on devra atteindre les 1 milliard d'utilisateurs en 2025. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a une forte demande, de nombreuses personnes qui sont encore intéressées par les crypto-monnaies, qu'elles peuvent offrir pas mal de solutions, que ce soit pour les entreprises, pour bancariser certaines personnes qui n'ont pas accès à certains comptes bancaires. Donc, pareil, mais on va devoir passer par la régulation, ce qui est le cas un peu en ce moment partout en Europe. On parle un peu de MiCA, aux États-Unis aussi. On a certaines crypto-monnaies, si on prend l'exemple de XRP, qui est actuellement un peu en conflit avec la Fed. Donc, on est vraiment dans l'année de la régulation. Et pareil, ça va permettre de faire le tri, repartir sur une bonne base. Et je pense au final, ce serait une bonne chose pour instaurer la confiance au sein des futurs utilisateurs et donc à terme développer ce marché pour le rendre plus puissant et utile à tout le monde. Enfin, pour terminer, avant de passer sur la revue technique, les champions de hier ne seront pas forcément les champions de demain, dans le sens où ici, vous voyez, c'était le pic en 2017, avant l'éclatement de la bulle, fin 2017 ou 2018, je crois. La première bulle qu'on a eue chez les particuliers, où le Bitcoin était monté à 20 000 $, et on est retombé derrière aux alentours de 4 000 $, je crois. Et aujourd'hui, c'est le classement. Pareil, c'est un graphique qui date du mois de janvier 2022, mais pareil, je vous invite à aller sur certains sites où vous avez le classement. Vous serez étonné de voir que ce classement-là a déjà bien changé. Dans le sens où, effectivement, dans les crypto-monnaies, on a beaucoup de projets, tout va très vite. Il y a 3 ans en arrière, les smart contracts, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Le métaverse n'existait même pas. Et la DeFi, on n'en avait jamais entendu parler. Donc, en l'espace de 3 ans, on a des NFT, des métaverses, de la finance décentralisée, des contrats intelligents et du gaming, ce qui n'existait pas il y a à peine 5 ans plutôt. Donc, ça va extrêmement vite. Il faut se tenir informé vraiment régulièrement dans tous les projets pour ne pas investir uniquement sur des beaux projets. Voilà, des belles choses, des belles promesses qui sont écrites sur le papier, le fameux white paper, justement. Et parfois, en fait, on a une belle histoire et derrière, on se retrouve avec une coquille vide. Et on va prendre justement l'exemple de Terra Luna très rapidement,
qui a justement fait parler d'elle. On a assisté un peu à un bain de sang sur l'ensemble des crypto-monnaies, notamment sur certains altcoins. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire, mais ce serait trop long à expliquer. Mais grosso modo, pour faire simple, voilà, Terra Luna a un token UST, pardon, qui est censé représenter et être stable. On appelle ça un stablecoin, qui est censé rester stable par rapport au dollar. Et on dit qu'il est PEG. On a eu un dépeg sur le stablecoin. Donc il a complètement décroché leur stablecoin. On a plusieurs stablecoins actuellement. On a l'USD Coin, le Tether, plein d'autres. Et on a plusieurs stablecoins, notamment les stablecoins algorithmiques, qui ont des pegs par rapport au dollar. Et donc, Luna s'est complètement effondré. Après, pour faire simple et pour ne pas trop rentrer dans les détails, dans le sens où faites votre propre recherche, ne tombez pas dans les projets un peu trop beaux, dans le sens où Terra Luna, j'ai envie de dire, même si c'est extrêmement dommageable pour celles et ceux qui ont investi dedans, c'était quelque peu envisageable, dans le sens où on avait des belles promesses sur le papier, avec des rendements de 20% sur un stablecoin. Globalement, là où les autres stablecoins proposent des rendements grâce à la DeFi entre 3, 4 et au mieux 5%, Terra Luna affichait 20% de rendement API annuel. Donc à partir de là, déjà, on peut se poser certaines questions et effectivement, ça fait penser un peu à un schéma de Ponzi. Résultat, la sanction a été immédiate. Peut-être que Terra Luna a subi une attaque de la part de gros fonds. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le stablecoin, lui, n'a pas tenu, la sanction a été immédiate et le token qui valait, il y a de ça encore 2-3 semaines, plus de 100 $, aujourd'hui vaut 0. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, s'intéresser aux différents projets, toujours les remettre en question, suivre l'innovation qu'il y a derrière, faire attention aux belles promesses, parce que, comme je vous le disais, les champions d'hier ne sont pas forcément les champions de demain. Et là, pour le coup, quelque chose d'intéressant à noter, c'est que Bitcoin et Ethereum restent sur le podium 5 ans après. Effectivement, on a Ripple qui, lui, a eu quelques soucis avec la Fed. Bon, ils sont actuellement en procès. S'ils sortent vainqueurs de ce procès, à mon avis, ils vont très rapidement remonter dans le top 3. Mais effectivement, pour l'heure, malgré les vents contraires, les secousses, les différents chocs qu'on a pu avoir, on constate quand même que Bitcoin et Ethereum restent quand même des projets assez solides qui ont su séduire pas mal d'investisseurs et qui ont quand même permis d'instaurer une certaine confiance. Effectivement, on a quand même des capitalisations boursières assez élevées. Le Bitcoin, je crois qu'on est autour de 700 milliards et l'Ethereum, on est actuellement autour de 300 milliards de capitalisation boursière. En dessous, on est bien loin pour Binance ou Solana. Donc là, on est quand même sur des coins qui commencent véritablement à instaurer une certaine confiance auprès des investisseurs et qui, à mon avis, devrait durer dans le temps, sauf si, voilà, gros accident de parcours ou quoi que ce soit. Effectivement, sur Ethereum, comme vous le savez, on attend la mise à jour 2.0. Donc là, pareil, c'est le gros changement à suivre. La grosse révolution pour Ethereum, c'est Ethereum 2.0. Ça a été reporté plusieurs fois. Je pense que si un jour Ethereum peut détrôner Bitcoin, on parle de flippening généralement, donc en termes de capitalisation boursière, prendre la place numéro 1, eh bien, il faudra attendre dans un premier temps voilà, la mise à jour d'Ethereum, un nombre d'utilisateurs croissant et surtout les frais de gaz qui sont actuellement voilà, élevés et ça pose un problème de congestion derrière sur le réseau. Donc voilà, concernant un peu la partie sur les fondamentaux, les différents coins, ce qui est un peu terni l'image
récemment sur l'écosystème, les corrélations avec le Nasdaq. Bref, j'ai essayé de vous résumer un peu tout ça pour que ce soit un peu plus clair, notamment pour les néophytes. Et maintenant, passons à la partie technique. Alors, je Alors, t'interromps, Joris, j'en ouais, profite que tu fasses le switch puisqu'on a une question. Est-ce que vous pensez que Ethereum pourrait supplanter le Bitcoin sur le long terme? Est-ce que c'est oui, quelque chose qui est oui, bah envisageable? c'est ce que j'évoquais justement à la fin de cette présentation. Effectivement, je pense qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle un flippening dans le jargon. Très clairement, Ethereum, à mon avis, pourrait très largement, alors pas pour tout de suite, mais si on regarde les graphiques actuellement, en fait, on a une surperformance de l'Ethereum. L'Ethereum, pas en termes de prix, on parle surtout en termes de capitalisation boursière, parce que là, si demain Ethereum atteint les 30 000 $, on est sur une capitalisation boursière de quasiment pas loin de 2000 milliards. Donc ça me paraît beaucoup, mais en termes de prix plutôt. Donc ça me paraît beaucoup, mais en termes de capitalisation boursière, effectivement, si on regarde le classement, oui, Ethereum pourrait demain devenir numéro 1. Malheureusement, actuellement, Ethereum est quand même confronté à certains soucis, notamment la congestion du réseau, les frais de gaz élevés et le retard sans cesse de la mise à jour 2.0. Donc, à mon avis, ça va prendre du temps. Ça ne se fera pas dans les prochains mois, mais ça va plutôt se compter en années. Mais effectivement, Ethereum, quand même, propose une blockchain complète où on a beaucoup d'applications qui sont nées dessus, qui sont développées. C'est l'une des cryptos qui compte le plus de développeurs et donc forcément, elle pourrait dépasser Bitcoin. Après, l'utilité de Bitcoin et d'Ethereum sont vraiment deux choses différentes. Bitcoin est vraiment vu comme, on verra peut-être après, peut-être un or numérique, mais en tout cas comme une monnaie, un moyen de paiement. L'Ethereum aussi, c'est un moyen de paiement, mais derrière, la blockchain permet de créer des NFT, du gaming, de faire de la DeFi et des smart contracts, ce que ne permet pas Bitcoin. Donc vraiment deux choses différentes, mais qui peut-être dans les prochaines années, effectivement, pourraient dépasser le BTC si toutes les planètes sont alignées pour son fondateur Vitalik Buterin. Maintenant, effectivement, ici, c'est le ratio ETH-BTC et on voit très clairement en 2017, on a eu un gros moment où l'Ethereum est passé de 80 $ à 1600 $. Voilà, on a eu la surperformance de l'Ethereum. Derrière, on a eu le crack sur les cryptos et l'Ethereum est complètement retombé. Et depuis 2020, on assiste plutôt à une surperformance quand même. Vous voyez, c'est le ratio ETH par rapport au BTC. Donc, on est quand même sur une surperformance de moyen long terme sur l'Ethereum actuellement. Donc là, on a une reprise un peu sous une forme de soucoupe. Et donc, pour l'instant, même là, actuellement à court terme, là, on a eu quand même un petit recul. Mais pour l'heure, Ethereum affiche toujours une surperformance. Donc, clairement, si vous êtes plutôt à l'achat sur l'une ou l'autre des crypto-monnaies, il est préférable d'être à l'achat sur l'Ethereum, étant donné que pour l'heure, le ratio indique une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC. De toute façon, ça se voit aussi par rapport au drawdown qu'on a depuis le sommet historique et les niveaux qu'on travaille actuellement. Maintenant, concernant le BTC, premier point, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on a des drawdowns assez violents. 50% de baisse, vous voyez qu'ici, on est à 55% depuis le début de l'année, non, depuis son plus haut historique, et depuis le début de l'année, on perd quand même 35%. Donc, on ne peut pas parler de valeur refuge, de couverture contre l'inflation, d'or numérique. Effectivement, si on prend le cours de l'or, je crois que l'or il va perdre à peine 1% ou au mieux en gagner 1%. Je parle pour l'or en dollars. L'or en euros gagne plus de 10%.
Mais là, pour le coup, effectivement, on a quand même des opérateurs qui se tournent vers cet actif qui joue son rôle de valeur refuge, alors que là, on a quand même les deux pieds dedans dans l'inflation, on a une grosse aversion au risque sur les marchés, on a de la volatilité, on a un indice de la peur qui atteint des niveaux quand même élevés, et pourtant, le Bitcoin se comporte comme un actif à risque, une valeur de croissance, et ne coche pas les cases de valeur refuge. Maintenant, à plus long terme, effectivement, d'où l'importance de prendre du recul et de regarder en échelle toujours logarithmique. Voilà. Pour se rendre compte de l'ascension du Bitcoin. Donc effectivement, vous voyez, je vais supprimer, je le remettrai après. Voilà. Donc effectivement, en échelle logarithmique, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement haussier. Voilà, le BTC reste haussier, on était à peine 10 centimes dans les années 2010 et aujourd'hui on est à 30 000. C'est la hausse la plus folle de l'histoire, la plus impressionnante, et malgré des drawdowns, comme ce fut le cas ici, 90%, la même chose ici, quasiment 90%, en 2017, 85%, bon, là on perd 60, 55%, vous voyez que ça reste haussier. Par contre, il faut être conscient de cette extrême volatilité et des gros drawdowns que l'on peut avoir. Donc maintenant, la question est de savoir jusqu'où peut aller le BTC et va-t-il aller plus bas ou au contraire consolider. Donc là, en fait, actuellement, on a un peu deux écoles qui se rencontrent. La première nous dit que nous sommes dans une phase, pour celles et ceux qui connaissent un peu les différentes phases de Weinstein, avec les phases d'accumulation, de distribution. La première école nous dit on est dans une phase d'accumulation ici. On a un gros range qu'on est en train de construire et qu'on a potentiellement une phase d'accumulation de long terme et que la sortie par le haut donnera la prochaine envolée du Bitcoin avec un nouveau cycle haussier. Car effectivement, vous pouvez le voir ici, lorsque le BTC casse ses plus hauts historiques, ces anciens plus hauts historiques, tac, et tac, ici, on a un joli bull run qui se met en place à chaque fois. Donc à chaque précédente cassure des anciens plus hauts, globalement, on est extrêmement haussier et on attaque un nouveau cycle de bull run. Là, effectivement, on aurait une sortie de range par le haut et on pourrait aller chercher derrière, à mon avis, les 100 000 $. Donc, voilà ce que nous dit la première école, c'est nous sommes dans une phase d'accumulation. Par conséquent, range à venir encore pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, avant au final d'en sortir par le haut. La deuxième école, elle, nous dit au contraire, risque sur les marchés, Bitcoin n'est qu'une valeur de croissance, dégonflement d'une bulle spéculative, retour à la normale. Bon, effectivement, c'est aussi un scénario qu'on ne peut pas écarter. On a une véritable pertinence sur la moyenne mobile 200, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez qu'à chaque fois que les prix viennent taper la moyenne mobile 200, ça constitue un point bas. En tout cas, pour l'instant, cette moyenne mobile 200 n'a jamais été franchie à la baisse en clôture hebdomadaire. Donc ça, c'est un bon point. Et donc, pareil, moi j'ai un scénario où je pense qu'on pourrait être dans une grande phase, un peu d'accumulation, mais qu'on pourrait jouer à se faire peur. Voilà. Dans le sens où beaucoup de gens ici voient un double sommet avec un retour, si on reporte la hauteur, à 11 000 $. Bon, je n'en suis pas si certain de ce scénario-là. Effectivement, on ne peut pas l'exclure, mais je suis plutôt partant d'une grosse frayeur sur le BTC, dans le sens où si le Nasdaq doit encore perdre 10-15%, je ne serais pas étonné du tout,
très clairement. Mais après, je ne vois pas non plus les banquiers centraux laisser un krach boursier se dessiner sur les marchés. Et je pense que pour l'instant, 20% de baisse sur les marchés, ils acceptent, mais que 40% de baisse, ça va commencer à grincer des dents, très clairement. Donc, pour l'instant, certaines agressivités de la part des banquiers centraux. Forcément, le Nasdaq, s'il perd 10-15% de plus, ça n'aurait rien de choquant. Le BTC pourrait lui aussi tomber à nouveau et venir chercher, si vous voulez, cette moyenne mobile avant de repartir. Donc ça, c'est un plan que je garde en tête. Si le Nasdaq, effectivement, est amené à corriger un peu plus. Maintenant, pour l'instant, la zone des 30 000 $, tient. Je vais repasser sur, pas l'échelle logarithmique, mais l'échelle linéaire. Je remets un peu tous mes traits. Voilà. Pour affiner un peu ce plan. Voilà. Donc ici, on est toujours dans ce gros range maintenant. Effectivement, on a la moyenne mobile 200 qui nous intéresse, qui n'est pas bien loin. On pourrait venir prendre appui dessus, à guetter. En tout cas, pour l'heure, on a un gros range de consolidation. On reste toujours effectivement dans une phase de stabilisation et d'accumulation, enfin de consolidation à long terme, tant que cette borne basse de range n'a pas cédé sous la pression vendeuse. Donc ici, l'élément que je note intéressant, c'est ce fameux marteau. Vous voyez qu'on a un très beau un début de chantier de retournement, un marteau sur la borne basse de ce range. Donc là, il ne faudrait pas qu'on soit amené derrière à casser ce bas de range en clôture hebdomadaire, auquel cas on risquerait d'accélérer la baisse pour venir chercher les différents niveaux. Pour l'heure, on a un chantier de retournement ici qui s'est matérialisé. Pour moi, il nécessite une deuxième bougie. Je trouve que les chantiers de retournement avec un seul pattern nécessitent une deuxième bougie pour être confirmés. En revanche, les chantiers de retournement avec 2 voire 3 patterns, si je prends l'avalement haussier, c'est 2 patterns. Si je prends l'étoile du matin ou l'étoile du soir, c'est 3 patterns. C'est des patterns un peu plus puissants, ils n'ont pas besoin d'un autre chandelier pour être confirmés. Ici, j'estime qu'on a quand même besoin d'un deuxième chandelier, si possible vert. En fait, la condition pour que le chandelier ici soit vert pour confirmer ce marteau. Donc là, à court terme, un bas de range qui tient. Et moi, j'aurais un scénario, si on est amené à chuter derrière, effectivement, c'est de regarder les contrats à terme CME. Et si on regarde ces contrats à terme, ce que je note, en fait, tout simplement, c'est les gaps. Étant donné que ce marché, comme je vous le disais, est corrélé au Nasdaq. Donc, il est corrélé, en fait, au marché traditionnel. Donc, en fait, maintenant, ce sont les investisseurs qui ont la main mise sur le BTC. Et en fait, on a des niveaux de prix très pertinents et des niveaux à surveiller où le BTC pourrait tomber pour venir chercher un peu des éléments clés. Et en fait, on a un joli gap ici. Vous voyez, on a un gros gap qui a été laissé ouvert et on est venu le combler, mais partiellement. Voilà, combler ce gap-là partiellement. Donc effectivement, je me dis, si demain on est amené à avoir une nouvelle jambe de baisse sur le BTC, mon objectif, c'est de venir combler totalement ce gap. Et derrière, de venir prendre appui sur la fameuse moyenne mobile exponentielle, enfin la moyenne mobile 200 exponentielle sur l'échelle logarithmique, qui n'est pas très loin. Donc ça, c'est vraiment un plan que j'ai en tête pour faire peur à tout le monde, faire croire qu'on a validé un double top et qu'on va aller à la cave, alors qu'en fait, on vient juste chercher un gros niveau technique de prix couplé à notre divergence, à notre moyenne mobile 200 qui n'est pas très loin. Donc gardez bien ça en tête, ça peut être un plan tout à fait envisageable dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'heure, on reste dans ce range, ça tient. Donc la pression vendeuse diminue, mais la force acheteuse manque un peu. Là, pareil, ce qui m'intéresse moi à court terme, c'est de me dire, bon, si un rebond doit se faire, là, on a laissé un gap ouvert, juste ici. Vous voyez, donc pareil, je me dis, si ça tient, cette borne basse de range, on peut reprendre les 35 000 $. C'est le niveau, moi, qui va m'intéresser sur le BTC, dans le sens où le marché a une mémoire. Et ça, c'est très important de le noter, car ici, quand le marché a dévissé une première fois,
en avril plutôt, avril 2020, et qu'il est reparti début juillet, déjà là, on note quand même un très beau changement de retournement sur le fameux niveau psychologique, sur les CME. On a un avalement haussier. Les volumes derrière étaient quand même monstrueux. Le marché est reparti, nous a fait un gap. Et vous voyez que ici, le point bas de court terme, quand il y a eu le rebond, ne s'est pas fait n'importe où. On est venu combler ce niveau avant de repartir à la hausse derrière. Donc pareil, là ici, je me dis qu'on a un trou d'air, un gap qui a été fait, peut-être à cause de la rupture par le haut de ce canal. Au début, j'avais mis un canal haussier, je trouvais qu'on avait une belle réaction. Et effectivement, on voit que ça a cédé au niveau de la borne basse du canal. Donc l'analyse technique vraiment sur les contrats à terme CME est très propre et elle nous donne surtout des niveaux clés de marché à surveiller. Donc à la baisse, ce gap-là, qui est un gap hebdomadaire. Effectivement, il y a un autre gap un peu plus bas. Si on joue à se faire peur, on est amené à faire un pullback en fait sur les anciens plus hauts historiques. Donc voilà les niveaux clés pour moi surveiller. Pour l'heure, je table quand même sur un rebond du BTC. J'estime ici qu'on a eu une phase de capitulation du marché, dans le sens où grosse mèche basse, remontée avec des volumes extrêmes. Généralement, quand vous avez des volumes extrêmes et qu'on fait une longue mèche basse, c'est que le marché a capitulé, du moins à court terme. Donc là, pareil, on a eu un petit changement de retournement ici. Ça tient, on tente de préserver les 30 000. Bon, je ne suis pas contre. Je ne vous parle pas de reprise haussière. Pour l'instant, c'est trop tôt pour vous dire oui, c'est le bas de range, nouvelle rotation des prix vers la borne haute. C'est un peu tôt pour affirmer un tel scénario. On voit la toile de fond qu'on a sur les marchés financiers traditionnels. En tout cas, à court terme, pour moi, venir chercher les 35 000 $, c'est pas impossible. C'est pas impossible. On tient les 30 000. On a des signaux encourageants ici d'un point de vue des volumes et de la bougie qui est juste là. Et pareil, si je reviens sur le Bitcoin, le spot, ici j'avais une petite divergence, vous voyez sur RSI là, petite divergence haussière qui a été validée sur le niveau des 30 000. Donc ça, c'est quand même le bon point en données daily. Le marteau qu'on a vu en données hebdomadaires, la semaine dernière ici, marteau sur bas de range. Et pareil, si je descends en données 4 heures, j'ai ma divergence 4 heures haussière qui est en place. Voilà. Là, on a vu une belle divergence 4 heures haussière sur RSI. Pour l'instant, elle tient. Je ne dirais pas qu'on ait eu une grosse reprise haussière, mais en tout cas, elle a mis fin à la baisse. Donc, potentiellement un creux de marché. Un marché ne passe pas de baissier à haussier ou de haussier à baissier, sauf dans des phases de crack ou de V-bottom, comme c'est le cas avec le crack lié au Covid derrière. On a eu un énorme V-bottom sur les marchés, mais qui s'explique par une intervention massive des banquiers centraux. Actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Donc, un marché ne passe pas de baissier à haussier quand il n'y a pas d'événements qui font qu'on doit avoir un puissant rallye. On se stabilise d'abord. Donc là, c'est un peu le sentiment que j'ai, que le marché se stabilise, qu'on a une divergence 4 heures qui est en place, un chantier de retournement et une divergence daily aussi sur le BTC et un gros niveau de support. Pour ma part, difficile d'être vendeur avec tant d'éléments haussiers comme on a pu le voir sur le BTC qui plaident plutôt pour un rebond. Après, voilà, l'objectif pour moi, c'est de revenir sur les 33 000, 34 000. Après, encore une fois, tout dépendra de l'évolution du Nasdaq, des politiques monétaires menées, enfin de la politique monétaire menée par la Fed surtout, pour savoir si oui ou non on a un point bas, car si derrière la Fed, l'inflation reste élevée et doit se montrer, doit procéder en tout cas à des tours de vis assez agressifs, eh bien, on risque d'aller un peu plus bas sur le Nasdaq et même chose pour le BTC. Donc vraiment des crypto-monnaies qui sont sous pression, toujours, mais corrélées au Nasdaq à cause de la politique monétaire menée par la Fed, en tout cas le resserrement monétaire. Concernant l'Ethereum, bon, quand je vous disais que l'Ethereum surperforme, c'est qu'on n'est pas venu retaper les plus bas du mois de juillet. Enfin, on est venu les taper, mais on ne s'est pas fait une frayeur. Autant sur le BTC, on a vraiment fait
on est venu taper un peu plus bas, faire un gros excès sur mèche. Vous voyez qu'ici, c'est la mèche basse qui était revenue tester le mois de juillet. Enfin, les plus bas du mois de juillet, ce qui représente en gros les 30 000 $ sur le BTC. Donc, finalement, toujours une surperformance de l'Ethereum. Là, pour le coup, on perd aussi 55%, et depuis le début de l'année, le BTC perdait 35%, et on perd plus que le BTC, effectivement, mais sur du long terme, l'Ethereum se comporte mieux que sur le BTC, et on n'est pas allé plus bas que le précédent plus bas lors du précédent crash qu'on a eu au mois de mai, quand Elon Musk a dit qu'il retirait l'option, enfin du moins les options d'achat de ces véhicules en BTC. Globalement, la stratégie reste la même sur l'Ethereum. Pour moi, on est dans un énorme range actuellement. Comme pour le BTC, des gros niveaux clés, 1730, 4685, on est sur un range. Comme toujours, si on est amené à aller plus bas, forcément, ce sera de retomber sur les 1420, 1365 à peu près, revenir tester les anciens plus historiques. Pour l'instant, le range tient. Mais trop tôt pour affirmer très clairement on a eu un creux de marché, ça va repartir. Pour l'instant, il y a encore une marge de manœuvre. Je me dis effectivement, si le Nasdaq doit encore corriger, l'Ethereum a quand même repris un peu de hauteur. Et donc, voilà, il faudrait encore une baisse de 19%. Le marché a quand même bien purgé, je trouve, sur l'Ethereum, mais il reste toujours très clairement sous pression. Moi, ce qui m'intéresse plutôt sur l'Ethereum, pour le coup, en fait, c'est uniquement ce que j'explique dans mes revues de marché, c'est de travailler les zones, et uniquement les zones, et d'intervenir sur les grosses zones de prix. Donc là, ce serait soit le bas de range, les petits niveaux que vous voyez ici, c'est vraiment des niveaux intermédiaires. En revanche, les zones que vous voyez ici en rouge représentent vraiment des niveaux clés, des zones hebdomadaires, mensuelles, sur lesquelles il faut chercher à se positionner ou alléger vos positions si vous entrez à l'achat. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'Ethereum. À court terme, ça reste à peu près la même chose que sur le BTC. Gros range qui se dessine. Sentiment que le marché a un peu capitulé au cours des dernières séances ici, qu'on a quand même un gros niveau à préserver qu'il ne faut pas enfoncer. Sinon, pareil, si on casse ce niveau, ne soyez pas dans le buy the dip, procédez intelligemment et surveillez les zones. Et donc la prochaine zone, selon moi, c'est les 1412. Voilà, une grosse zone de polarité, et ça représente les anciens plus hauts. Donc si on enfonce les plus bas niveaux, quelqu'un qui fait de l'investissement programmé sur les crypto-monnaies, comme je vous le disais, le DCA, pour moi, il ne doit pas intervenir sur les 1620, les 1655 ou 1580, ça représente pas grand-chose. Il faut vraiment basculer sur les unités de temps supérieures et tracer vos zones d'intervention. Et là, ici, on a une grosse zone hebdomadaire mensuelle aux alentours de 1390, 1455. Et à la hausse, là, l'objectif que j'ai à court terme, ça reste ce petit niveau de 1335 et si possible, reprendre les 2545. Car même schéma que sur le BTC, on a une belle divergence qui s'est formée ici. Vous voyez, après la grosse phase de chute, hop, je mets mon trait. Donc, belle divergence haussière, même constat que sur le BTC, phase de stabilisation du marché, on arrête de chuter, c'est une bonne chose. Et là, peut-être qu'on est en train de consolider, vous voyez, dans un petit triangle ascendant. Et donc, si on parvient à franchir cette EMM50 et à sortir par le haut, eh bien, pourquoi pas aller chercher les 2335 et reprendre un peu de hauteur. Donc, voilà un peu comment je vois les choses actuellement sur l'Ethereum. Des gros niveaux de support préservés, des signaux haussiers hebdomadaires, je dirais pas catastrophiques, hein,
commence à être un peu encourageant. Je ne vais pas m'emballer en vous disant on va avoir une grosse reprise haussière. C'est très clairement un peu tôt pour affirmer un tel scénario. Mais en tout cas, si on commence à descendre sur les unités de temps un peu plus courtes, comme on donnait 4 heures ou en daily, voilà, on a quelque chose qui commence à se mettre en place, pouvant permettre une reprise haussière et derrière espérer repartir plus belle, en tout cas à court terme, pour reconquérir les prochaines résistances. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les crypto-monnaies, que ce soit sur les fondamentaux, ce qui drive les marchés actuellement, et les gros niveaux techniques que je surveille et les scénarios à mettre en place à la hausse ou à la baisse, et quels sont les seuils d'intervention à surveiller pour intervenir dessus. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, je laisse la parole à ma collègue Maëva pour vous faire un tour d'horizon avec les turbos. Merci beaucoup, Joris. Merci pour ces explications. Si jamais vous avez des questions, je vois qu'il y en a pas pour le moment, mais vous êtes nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, à les écrire dans la fenêtre questions et puis je pourrai les poser, à Joris. En attendant, on va, poursuivre, sur la présentation et ce que j'aimerais, vous montrer, c'est justement toutes les possibilités que vous avez pour aller investir sur l'Ether ou sur le Bitcoin, sur la plateforme IG. Donc, il faut savoir que nous, on va proposer les crypto-monnaies soit en CFD, soit en turbo. L'intérêt, c'est que ces deux produits vont vous permettre de profiter d'un effet de levier. On détaillera tout à l'heure quel est l'effet de levier sur les CFD et quel est l'effet de levier sur les turbos. Mais déjà, par rapport à ce que vous faites, peut-être déjà, hein, certains d'entre vous sur les plateformes, ça va présenter un intérêt. D'une part, ici, vous n'avez pas à créer de ledger. Donc dans le même registre, hein, voilà, il y a peu de chances de perdre par exemple sa clé avec l'ensemble du code par exemple pour accéder à son ledger, d'aller peut-être vers un intervenant qui soit plus ou moins sérieux, de voir peut-être, pourquoi pas, hein, c'est déjà arrivé, de voir son portefeuille piraté. Voilà, là au moins, c'est la possibilité pour vous de spéculer sur les crypto-monnaies et en plus de pouvoir spéculer à la hausse ou à la baisse. Actuellement, quand vous faites du stacking, notamment, c'est surtout pour spéculer à la hausse. Là, vous allez pouvoir justement vraiment profiter des variations de cours et pouvoir envisager, peut-être même au sein d'une tendance haussière, de profiter de quelques jours sur lesquels vous voyez des signaux baissiers. Au niveau du CFD, vous allez avoir vraiment un choix très dense, hein. Alors, on a parlé ce soir surtout de l'Ether et du Bitcoin, et vous voyez, vous avez le Bitcoin Cash, le Crypto 10 Index, qui est un panier de 10 crypto-monnaies, le Neo, etc., hein, et vous en avez encore plus, donc je vous invite vraiment à aller les découvrir. Du côté des Turbo 24, vous allez retrouver le Bitcoin et l'Ether. Alors, l'intérêt du turbo, c'est que c'est un produit listé, contrairement au CFD, sur lequel vous allez avoir un produit qui est de gré à gré. Le fonctionnement reste le même, hein. Vous allez avoir une valeur nominale et une couverture ou alors une prime sur le turbo. Alors, sur le turbo, petite spécificité, vous allez avoir un knockout qui est compris dans la structure même du produit. Donc, ça va venir en quelque sorte vous protéger comme un genre de stop garantie, hein, finalement, qui serait inclus dans la structure même du produit. L'intérêt sur les turbos, c'est que vous n'aurez pas de commission à partir du moment où vous tradez sur un nominal de 100 euros. Et si vous restez en position pendant la nuit, vous n'aurez pas de frais supplémentaires puisque tous les frais de financement sont compris dans la structure même du produit au travers du réajustement du knockout. Donc ça, c'est vraiment un gros intérêt. Sur les CFD, vous allez avoir deux effets de levier puisqu'on vous demande 50% de couverture. Au niveau des turbos, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité puisque vous le voyez là sur le screenshot que je vous ai mis. Vous avez entre 1 et 6 d'effets de levier. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, un atout de pouvoir choisir et adapter en fonction de ses besoins à chaque fois l'effet de levier.
Je rajoute également pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de compte IG, qui sont peut-être simplement en compte de démonstration, sachez qu'en ce moment, on a la possibilité de vous faire profiter d'un bonus de 200 € hein, pour toute ouverture de compte Turbo24. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon email maeva.chazal@ig.com. Alors, on conclut sur l'avantage justement d'aller utiliser les produits IG pour investir sur les crypto-monnaies, la sécurité, pas de wallet qui puisse être piraté par exemple. Vous pouvez trader des paires de crypto-monnaies également. Vous avez la possibilité de profiter d'un effet de levier entre 1 et 6 pour les turbos et 2 d'effets de levier pour les CFD. C'est vraiment extrêmement simple, hein, vous n'avez pas de ledger à créer et vous avez un suivi des graphiques en temps réel. Vous pouvez, donc cette vidéo sera disponible bien sûr en replay sur YouTube et puis vous pouvez bien sûr nous retrouver, hein, comme toujours, soit pour les market live ou les market briefs. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, LinkedIn et puis n'hésitez pas à consulter notre page d'actualité. Merci Joris de nous avoir accompagnés ce soir et puis je vous souhaite Merci à à toi, tous, Maëva. voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Très belle soirée. Au revoir.